Précédemment, au Pays du Loup, nous avons croisé par hasard les nouveaux membres de la meute des Manitou. Le lendemain, un de ces loups chassait le castor en embuscade, à la manière d'un félin, sans se soucier des caméras. Depuis ce moment, mes parents et moi concentrons nos observations sur le territoire des Manitou, où se trouve notre camp de base. Comme vous le verrez dans ce nouvel épisode, l'orignal se révèle un excellent guide pour connaître le loup. Le pays du loup, auquel je suis lié. Un vaste territoire de 7000 km² de forêts, de lacs et de rivières. Un sanctuaire où la faune s'épanouit sans entrave, protégé contre la chasse et le piégeage depuis 1925. Une libre évolution de la vie sauvage, comme on n'en voit presque plus sur la planète. Ici, le loup gris est la clé de voûte de tout l'écosystème forestier. Et l'orignal, omniprésent, en demeure le plus imposant et le plus bel ornement. C'est parfois en suivant l'orignal qu'on tombe sur le loup, parce que les deux espèces dépendent l'une de l'autre. Avec la meute des Manitou, c'est un peu comme si Monique Rénal et moi, on repartait à zéro, parce qu'on ne savait pas où se trouvait leur lieu de rendez-vous. Pour apercevoir un de ces loups, on n'avait pas d'autre choix que de s'en remettre aux orignaux en espérant que le hasard ferait le reste. Mais ça n'avait rien d'un compromis. C'est toujours exaltant d'observer le roi de nos forêts dans sa gloire automnale, durant la période des amours. Nous nous dirigeons vers la zone de rut du seigneur Lancelot du Lac. Chaque automne, ce mâle dominant rassemble un harem de plusieurs femelles autour de lui. Ce jeune orignal a perdu une partie de son panache lors d'un récent combat avec Lancelot. Depuis, il fait profil bas afin d'être toléré en bordure de la zone de rut du vainqueur. Lancelot se contente de mise en garde pour qu'il reste à distance. Démontrer trop d'agressivité pourrait déplaire à ses promises. Des rivalités opposent aussi les femelles réunies autour de Lancelot. Privées de panache, elles ont recours à une autre gestuelle pour déterminer leur place dans la hiérarchie du harem. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Lancelot semble très populaire auprès des belles. Elles aiment son odeur, sa voix, la musique de son panache frotté dans les buissons. Elles apprécient le caractère flegmatique de ce beau ténébreux.
Tout indique que le jeune mâle respectera l'interdiction de franchir la frontière du domaine nuptial de Lancelot. Le roi peut donc retourner chanter la pomme à ses promises. Après d'aussi belles observations, on s'imagine que le moment fort de la matinée est passé. On se dit que la grande faune va gagner le couvert forestier pour le reste de la journée et qu'il est temps pour nous de rentrer au camp de base. Pourtant, il y a des matins où il faut demeurer sur place, suivre son sujet et continuer à faire le guet, au cas où l'improbable se produirait. Même si le rythme de la vie animale semble ralentir en milieu d'avant-midi, il faut s'attendre à tout. Ce n'est qu'une chouette laponne. Rien pour inquiéter l'orignal au panache brisé. Le cervidé paraît détendu, tout en conservant un état de vigilance. Cette observation se déroule dans un secteur très fréquenté par la faune, soit un réseau de clairières sablonneuses reliées par de vieilles pistes. Il y a beaucoup de nourriture pour l'orignal et pour le loup. Cette louve fait de la prospection. Elle parcourt ce secteur en solitaire, à la recherche d'une proie facile ou d'une occasion. Mais comment un loup évalue-t-il le degré de danger associé à la capture d'un orignal de plusieurs centaines de kilos? Simplement par une analyse savante des odeurs laissées ici et là par le cervidé. Sa salive sur les buissons où il s'est nourri. Ses traces au sol. Si la louve décèle la signature olfactive d'une maladie, d'une blessure, ou tout autre indice laissant entrevoir une capture peu risquée, elle reviendra, accompagnée d'autres membres de la meute. Évidemment, il y a des nuances que le loup doit apprendre à maîtriser. Un orignal peut être blessé, désavantagé par la perte d'un bois et conserver assez de force pour repousser une meute. Le bris accidentel d'une partie de panache est une catastrophe, surtout pour le mâle adulte, parce qu'il voit diminuer ses chances de s'accoupler du simple fait qu'il ne peut plus se mesurer à ses rivaux sans risquer de se faire estropier. Cette blessure à l'orgueil rend les grands mâles belliqueux et dangereux. Rencontrer un orignal avec un bois brisé n'est pas toujours une aubaine pour le loup, au contraire. C'est ce que nous avons pu observer il y a quelques années, un après-midi d'automne, quand un roi coiffé d'une moitié de couronne s'est présenté à l'improviste sur le site de rendez-vous de la meute du Brûlé. Les jeunes loups
ne savent pas comment réagir. L'instinct et le manque d'expérience leur dictent la prudence, d'autant plus qu'aucun adulte de la meute n'est présent. L'orignal se retrouve encerclé par les jeunes loups. Babalou reste sagement en retrait, tandis que sa sœur, Bosby, prend l'initiative. Une décision risquée pour l'audacieuse petite louve. Finalement, l'orignal contrarié rebrousse chemin. Quelle aventure pour les jeunes loups! Nous n'avons jamais su ce qu'il était advenu de ce grand roi grognon, ni du jeune orignal au panache brisé rencontré sur le territoire de la meute des Manitou. Mais dans la nature, c'est comme ça. Beaucoup de questions restent sans réponse. L'important, c'est de retourner sur le terrain afin d'éclaircir le mystère. La même louve, à 1 kilomètre de la zone de rut de Lancelot, où nous l'avons observée pour la première fois il y a 24 heures. Encore le même comportement de prospection. Les tétras du Canada n'ont rien à craindre. Ils se contentent de surveiller la fouineuse. Une des premières choses que la nature nous enseigne, c'est que les animaux sauvages se croisent régulièrement sur le territoire qu'ils partagent. Le groupe de tétras est en fait une famille constituée d'une mère et de sa nichée du printemps. Quant au bain de poussière, c'est un comportement classique chez tous les galliformes. Le tétra mâle adulte est un charmeur. Il cherche toujours une occasion de se mettre en valeur auprès des poules et des poulettes, même si, en automne, elles se montrent indifférentes. Il lui faut donc redoubler d'efforts pour capter leur attention. Un peu maladroit comme parade, mais enfin, elle le regarde. La louve revient pour une dernière inspection de la clairière.
Sa quête d'odeur la rapproche du conifère où se trouve le tétramâle. Craintive? Nerveuse? Pas tant que ça. Cette clairière est possiblement une aire de repos pour la meute des Manitou, car les empreintes de loup y sont nombreuses. Quand un loup adulte se détend au point de se coucher devant nous, les chances de le revoir sont excellentes. Alors on lui donne un nom pour l'identifier. Nous avons appelé cette belle louve Patte Blanche, parce que pour gagner sa confiance, nous lui avons simplement montré Patte Blanche, sans lui cacher qui nous étions. Est-ce moins scientifique que de l'appeler louve Manitou numéro 1? Bien, certainement pas. La petite taille de Patte Blanche ne la plaçait pas nécessairement au dernier rang de la hiérarchie familiale. Pour connaître son statut social, il fallait pouvoir observer ses interactions avec les autres loups de la meute, mais ça, c'était difficile sans avoir accès au lieu de rendez-vous. Nous pouvions au moins la suivre à distance, sans trop la déranger. Et les rencontres animales s'enchaînent au fil des matins de gelée blanche. En suivant Patte Blanche, nous avons découvert un étang de castor idéal pour faire le guet. C'est là que nous avons enfin revu un autre membre de la meute des Manitou. Il s'agit de notre fameux chasseur de castors observé durant l'été. Ce mâle adulte se comporte comme si nous n'étions pas là. Nous l'avons nommé Jimmy. La capture d'un castor représente peu de risques pour le loup, et sa chair riche en gras est beaucoup plus nourrissante que celle de l'orignal. Il va de soi que le loup est très lié au castor et à l'orignal, dont il régule les populations. Mais pour nous, il est intéressant d'étudier aussi ses interactions avec les autres espèces. Une vague de chaleur tardive, au début d'octobre, nous en a donné l'occasion, au moment où Jimmy se reposait, au beau milieu de l'après-midi. Les tamias mineurs profitent de la météo clémente pour emmagasiner des provisions en vue de l'hiver, tandis que les oiseaux migrateurs s'arrêtent dans la région pour se reposer et se nourrir. Les petits rongeurs, les alouettes hausse-col et les bruants à couronne blanche sont de simples distractions pour Jimmy. Mais pour la buse à queue rousse, les tamias constituent des proies de choix. Le gros ours noir qui s'avance nous permettra d'observer la réaction de Jimmy.
Le loup contrarié manifeste enfin sa présence. L'ours semble vouloir céder le passage au loup, mais le loup bifurque dans la même direction pour réapparaître beaucoup plus proche dans la zone de confort du plantigrade. Finalement, chacun part de son côté, sans plus de cérémonie. J'adore ce genre d'observation. L'ours noir et le loup gris ont des relations ambiguës qui varient en fonction de chaque situation, mais habituellement, chacun veut la paix. Le monde sauvage n'est pas un champ de bataille. Ici, les grandes forces de l'évolution tendent constamment vers l'équilibre et l'harmonie pour le bien de toute la communauté des vivants, incluant l'homme. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à découvrir dans le prochain épisode, quand Patte Blanche et Jimmy pisteront un orignal incommodé par des kystes. Me